Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h10 sur Sud Radio, on va parler d'un pays aussi où les armes à feu font beaucoup débat, c'est les États-Unis. Pour ce faire, nous avons deux invités exceptionnels aujourd'hui. Anne Toulouse, journaliste spécialiste des États-Unis et surtout auteur de ce livre, L'art de trumper, c'est aux éditions du Rocher. Bonjour à vous. Et nous avons Gérald Olivier, journaliste franco-américain, au cœur de ce livre, Cover Up, aux éditions Confident. Bonjour. Et voilà, je monte les deux livres. Et on va pas parler d'armes avec vous. Bonjour à tous les deux, Anne Toulouse, Gérald Olivier. On va parler des élections américaines qui approchent à grands pas dans quelques semaines, le 5 mars, Super Tuesday, donc les primaires républicaines. C'est un moment extrêmement important dans ce scrutin futur. Doit-on craindre les retours de Donald Trump et Joe Biden pour la planète? En tout cas, on en parle, ça semble déjà plié, ce duo. Anne Toulouse, donc vous venez de publier le livre L'art de trumper. Ça y est, cette affiche, elle est pliée. Joe Biden face à Donald Trump, ou il peut y avoir encore des surprises? Comme on dit aux États-Unis, vous savez, c'est pas fini avant que la grosse dame ait chanté, comme à l'opéra. Donc, puis il y a une incertitude sur les deux candidats, ne serait-ce que parce que nous sommes à 8 mois et demi de l'élection et que tout peut arriver d'ici là. Joe Biden, il y a beaucoup de rumeurs sur sa santé, sur le fait, il y a même un fantasme en ce moment à Washington, sur le fait que dans un mois, il annoncerait peut-être qu'il se retire, parce que c'est un vieux souvenir de 1968, où Lyndon Johnson avait annoncé qu'il se représenterait pas. Alors les gens ont envie de réécrire l'histoire. Bon, le fait est qu'on voit un Joe Biden de plus en plus affaibli, qu'on voit de moins en moins d'ailleurs, et que même si son équipe défend son acuité mentale, il y a de plus en plus de pression, y compris du côté démocrate, pour qu'il laisse la place à quelqu'un, mais à qui? À quelqu'un. Kamala Harris se prépare, on parle même de ce qu'on appelle le Brokered Convention, c'est-à-dire que tout se résolve au moment de la convention où Joe Biden mettrait sur la table les délégués qu'il a amassés, et à ce moment-là, ce serait à eux de décider. Alors, ce serait quand même un petit peu la foire d'empoigne. C'est cet été, la convention démocrate, donc à quelques mois encore. Ouais. Bon, du côté de Donald Trump, lui ne décrochera pas. Il est solidement cramponné au pouvoir et il est en train de moissonner des délégués. Mais Nikki Haley, qui reste la seule survivante parmi les candidats républicains, a dit encore hier qu'elle n'allait pas renoncer, qu'elle resterait au moins jusqu'au Super Tuesday. Pourquoi? Parce qu'elle veut moissonner le plus de délégués possible et rester le plus longtemps possible pour être une alternative. Parce que Donald Trump, même si en apparence il est plus fringant, a quand même sur la tête pas mal de procès. On va en parler justement. Donc voilà, ça n'est pas fini tant que c'est pas fini, mais c'est hautement probable, en gros, pour résumer. C'est bien dit, Laurent, Anne Toulouse. Gérald Olivier, vous partagez... voilà, c'est l'analyse un petit peu d'Anne Toulouse, c'est un peu plié, mais en même temps, on n'est pas sûr, on est sûr de rien. Oui, tout à fait, non, je suis tout à fait d'accord. Il y a deux choses sur lesquelles que je voudrais souligner. La première, c'est vrai que jusqu'aux conventions nationales de l'été, tout peut arriver. Techniquement, c'est lors de la convention que le candidat du parti est déterminé, et il peut y avoir des cas où quelqu'un qui arrive à la convention avec un nombre de délégués insuffisant pour être élu ne soit pas au final le candidat du parti. Donc jusqu'à l'été, la convention républicaine c'est en juillet, la convention démocrate c'est au mois d'août à Chicago. Jusqu'à ce moment-là, je dirais tout peut arriver. L'autre chose, c'est qu'on a un processus des primaires qui est un petit peu irréel cette année, parce que vous savez que normalement ce processus qui s'étale de janvier à juin sert justement aux électeurs de chaque parti d'avoir leur mot à dire et de déterminer qui sera le candidat. Et là, dans les deux camps, les jeux étaient faits un petit peu avant que les élections aient commencé. Ils sont très favoris quand même. Voilà. Enfin, Trump est le favori clairement des républicains. Trump a gagné les quelques primaires qui ont déjà eu lieu. Il a gagné le caucus de l'Iowa, il a gagné dans le New Hampshire, il a gagné au Nevada, et à chaque fois avec une majorité absolue. Et un écart de 30 points sur sa première poursuivante, qui en effet est Madame Nikki Haley. Et côté démocrate, il y a eu deux petits défis à Joe Biden, des candidats qui sont passés totalement inaperçus. Marianne Williamson, que personne ne connaît, et un élu du Minnesota qui s'appelle Dean Phillips, qui n'a absolument pas réussi à être entendu. Donc on a des primaires, il y a un processus qui se déroule. Il y aura la primaire de Caroline du Sud mardi prochain.
le résultat est déjà un petit peu acquis d'avance. Bon, on va en parler parce qu'il y a plein de choses à dire dans quelques instants. Ouais, puis avec vous aussi au 0826 300 300. Peut-être que vous nous écoutez depuis New York ou Los Angeles via la page Facebook de Sud Radio, le YouTube ou même le podcast audio. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. J'ai mal à faire entendre ma voix avec ce gros baryton, l'hymne américaine, puisqu'on parle des élections américaines. Il y a quelques échéances extrêmement importantes, notamment dans les primaires républicaines. Nos deux invités, Anne Toulouse, l'art de Trumper. Voilà pour le livre, Gérald Olivier, Cover Up, tous deux experts donc des États-Unis. On le disait, c'est quasiment fait, mais pas complètement, parce qu'il y a aussi des affaires. Donald Trump, notamment, a plusieurs procès qui arrivent, plus ou moins importants pour lui, Anne Toulouse. Ah bah plus que moins, parce qu'on a commencé par les plus bénins, puisque ça a été pour une histoire de paiement à une ex-actrice de films porno et qui a entraîné un faux en écriture. Ça s'est déjà jugé. Il y a eu l'affaire d'accusation d'inconduite sexuelle. Et il y a eu, alors c'est ce qui est grave financièrement pour lui, l'affaire sur l'accusation de fraude financière, puisqu'il a été condamné pour avoir exagéré ses biens pour obtenir des prêts à des taux plus favorables. Donc tout ça ayant été conduit par des magistrats qui avaient fait campagne sur le fait qu'ils voulaient se faire la peau de Trump et de son empire, ça a en quelque sorte accru sa popularité auprès des vrais croyants, de ceux qui le suivent. D'ailleurs, on voit bien qu'à chaque fois, les sondages montent, l'argent afflue, mais il se trouve quand même dans une situation financière assez délicate. Oui, 355 millions de dollars, alors qu'il a 400 millions de cash. Et il en est à plus de 400 millions de dollars si on additionne toutes les pénalités. On se demande un peu comment il va les payer, puisqu'il peut toujours avoir ce qu'on appelle un bail bond, c'est-à-dire mettre de l'argent, environ 15% de la somme sous séquestre, mais en même temps les intérêts s'accumulent sur cette somme. C'est colossal. Donc, et il ne peut pas utiliser les fonds de campagne pour payer ça. Donc on se demande s'il va pas perdre une partie de son empire immobilier. Mais tout ça n'affecte pas beaucoup sa situation politique auprès des gens qui croient en lui. Ce qui est vraiment dommageable, c'est les deux qui viennent. Il y a celui pour son rôle sur l'insurrection ou l'émeute. Alors si on parle aux démocrates, on dit insurrection. Si on parle aux républicains, on dit émeute. Et puis les autres regardent ça d'un air consterné. Parce qu'il ne faut pas oublier les autres. Entre les deux, il y a les indépendants qui sont quand même extrêmement importants. Donc vous avez ce procès-là qui doit se tenir à Washington. Et puis vous avez celui en Géorgie pour association de malfaiteurs, c'est grave, ça peut être la prison, pour avoir tenté de manipuler les résultats de l'élection de 2020. Alors, quelle influence tout ça va avoir sur l'esprit des gens? Parce que si vous regardez les primaires, ce sont les vrais croyants qui votent. Ça représente des deux côtés à peu près, si vous additionnez les deux, peut-être 30% de l'électorat. Mais vous avez les élections générales, elles se gagnent au centre, alors que les primaires se gagnent aux extrêmes. Et là, les électeurs indépendants, dont je vous dirais que j'en fais partie, parce que moi je ne suis affilié à aucun des deux partis, ni démocrate ni républicain. Ceux-là se disent, mais ça fait quand même beaucoup, et puis il va quand même passer plus de temps, c'est ce que disait Nikki Haley, c'est un homme qui va passer plus de temps au tribunal que dans la campagne. Donc ça risque de peser, de grignoter petit à petit sa position, surtout s'il était condamné, et surtout s'il était condamné au pénal. Gérald Olivier, il n'a pas le choix. Donald Trump, c'est soit la présidence, soit la prison. Je n'irai pas jusque-là, mais la stratégie des démocrates, elle est très très claire, elle est de l'empêcher d'être candidat. Et si on ne parvient pas à l'empêcher d'être candidat, l'empêcher de faire campagne. Vous pensez que les juges, parce que c'est sa rhétorique, que les juges sont des pourris démocrates qui veulent l'empêcher de se présenter. Que les poursuites soient politiques, ça ne fait aucun doute. À part celle de Jack Smith, et encore, si vous voulez, sur le 6 janvier, parce qu'il y a un événement à la base malgré tout, qui est assez insolite dans l'histoire américaine, mais les poursuites dans l'État de New York, ce sont des poursuites politiques de la part de magistrats engagés qui, comme le dit Anne Toulouse, voulaient se faire la peau de Donald Trump et ont réussi à se faire la peau de Donald Trump. Ça le renforce. Ça le renforce politiquement, ça l'affaiblit financièrement. Précisons malgré tout que ces deux décisions sont un appel.
Donc l'amende de 355 millions de dollars, il n'est pas sûr qu'elle tienne. Il est même probable qu'elle sera réduite parce que il y a eu quand même une disproportion entre la faute et la sanction. Et là, manifestement, c'est un juge qui a voulu aller au-delà de ce qui était nécessaire, d'autant que c'est un procès qui est sans précédent. Personne avant Donald Trump n'a été poursuivi à New York ou ailleurs pour les motifs qui ont été utilisés par ce magistrat pour poursuivre Donald Trump. Donc c'est une situation tout à fait insolite. Par contre, oui, allez-y. Non, j'allais dire, ce qui est incroyable, dont on parle assez peu finalement en France, c'est que quand on parle avec des Américains républicains, mais quand même modérés, on se rend compte que encore un Américain sur 6 met en doute cette théorie du complot sur le 6 janvier 2021, que c'était en fait un coup monté du FBI. Pareil pour les élections, beaucoup de républicains estiment qu'elles ont été truquées. On en parle très peu ici. C'est ce que je dis dans mon livre, et d'ailleurs je parle de la contamination, puisque vous avez oublié le sous-titre qui est comment il a contaminé le reste du monde. Je pense que ce qu'on peut reprocher le plus à Donald Trump, c'est le coup de canif au principe démocratique, parce qu'on ne peut pas dire que l'élection de 2020, personne n'a prouvé et qu'elle ne s'était pas faite légalement et selon les formes. Et à partir du moment où vous ouvrez la boîte de Pandore du processus démocratique, c'est très très dommageable. On l'a vu aussi en France, après l'élection d'Emmanuel Macron, je fais le parallèle en disant, aussi bien à l'extrême gauche, mais surtout à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, on a dit il a été trop mal élu. Or, comme on dit aux États-Unis, on n'est pas un peu mort, on n'est pas un peu enceinte, on n'est pas élu, on est élu. Voilà. De fraude, oui, Gérald Olivier. Là, vous allez quand même mettre un bémol. Oui. Parce que le coup de canif dans la démocratie, le premier coup de canif, il vient pas de Trump. Il vient de ses adversaires. Souvenons-vous Hillary Clinton, souvenons-nous, c'est la première à avoir dit que Trump était un président illégitime. Parce qu'elle avait gagné le vote populaire, elle avait perdu au collège électoral, ce qui est parfaitement dans la règle constitutionnelle américaine, et elle a soutenu qu'on lui avait volé l'élection. Ça, c'était en 2016. Suite à cette élection, Donald Trump, président des États-Unis, a fait face à une sorte de coup d'État de l'intérieur à travers l'affaire de collusion avec la Russie, qui était un dossier totalement monté et totalement faux, qui a été accepté par le FBI, qui a été mis en avant par le département de la justice et qui l'a pénalisé pendant les 2 premières années de sa présidence. Ça, c'est un coup d'État, une tentative de coup d'État qui venait de l'intérieur. Et en ce qui concerne l'élection de 2020, tout le monde se focalise sur le vote et les abus que le vote par correspondance a pu susciter. Mais en fait, il y a un épisode qui précède, qui est beaucoup plus important, que d'ailleurs je raconte dans mon livre Cover Up, c'est l'interférence du FBI dans la campagne pour masquer les révélations contenues sur les affaires de Hunter Biden et de son père Joe Biden, révélations contenues dans le fameux ordinateur dont on a prétendu qu'il s'agissait d'une campagne de désinformation russe, prétention soutenue, mise en avant par le FBI, alors que le FBI et d'autres savaient pertinemment que cet ordinateur était vrai et que si ces révélations avaient été mises à jour comme elles auraient dû l'être, Joe Biden n'aurait jamais été élu président. Donc en 2020, il y a eu une tentative, je dirais, contre Trump, menée par ce qu'il appelle l'État profond, et dont personne ne parle, se focalisant plutôt sur la réaction de Donald Trump aux résultats et aux conditions du vote. Anne Toulouse, vous êtes d'accord avec cette analyse? Non, moi je ne me situe pas dans toute cette analyse conspirationniste. Moi je regarde simplement les choses... C'est pas une conspiration, parce que c'est totalement documenté, excusez-moi de vous couper, mais tout ça est totalement documenté. Allez-y. Et les interférences du FBI, elles ont été dénoncées, notamment à travers la campagne qui s'appelait les Twitter Files à une époque, et depuis cette élection, des journaux parfaitement respectables et tout à fait dans le mainstream, comme on dirait, le New York Times, le Washington Post, ont reconnu que pendant la campagne 2020, il y avait eu une ingérence pour dissimuler au public américain un certain nombre de faits. Et après l'élection, un sondage a été mené où les Américains vous ont dit que s'ils avaient su avant ce qu'ils avaient appris depuis, ils n'auraient pas voté Biden. Et ils étaient 17% à le dire. Anne Toulouse, ça montre en tout cas quelque chose, c'est que la prochaine élection risque d'être, si j'ose dire, encore pire au niveau de la désinformation. C'est l'un des grands enjeux de cette future élection, quel que soit d'ailleurs le
le candidat. Oui, cette élection, le résultat de l'élection, quoi qu'il arrive, risque d'être chaotique, surtout si on a les deux candidats qui se présentent. Parce que des deux côtés, on vient d'en avoir un exemple, il y a des gens qui sont totalement passionnés. Et comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas penser que les États-Unis sont séparés en deux moitiés qui ne rêvent que de se sauter à la gorge. J'y vis pratiquement en permanence, oui. Je suis à moitié américaine comme monsieur, et donc ça n'est pas ce que je vois, parce que comme je le disais, les partis démocrates et républicains représentent chacun de leur côté à peu près 30% de l'électorat. Ce qui fait que par défaut, vous avez un grand tiers qui est indépendant, qui est un parti qui n'existe pas, mais qui est en train d'essayer d'exister, parce que vous voyez, par exemple, on ne parle pas, tout à l'heure on parlait des candidats anecdotiques, mais vous avez des candidats indépendants. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'ils ne sont pas très rassembleurs. Il y a le fils de Robert Kennedy Jr., mais qui lui-même est tellement dans les théories conspirationnistes, contre les vaccins, contre le FBI, contre ceci, contre cela, qu'on se demande s'il va prendre des voix à Joe Biden ou à Donald Trump. Et vous avez aussi un groupe de politiciens qui essaient de monter un troisième parti qui s'appellerait No Labels, c'est-à-dire pas d'étiquette. Ils ont du mal, ils ont essayé de débaucher Nikki Haley, mais qui veut quand même garder son étiquette républicaine. Mais vous avez tous ces gens qui regardent la politique et qui sont consternés, absolument consternés par ce qui se passe aux deux extrêmes. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire en novembre? Est-ce qu'ils ne vont pas voter? Est-ce qu'ils vont se résigner? J'ai un chapitre qui s'appelle le vote à l'envers, c'est-à-dire non pas de voter pour celui qu'on voudrait, mais contre celui qu'on ne voudrait pas, qu'on voudrait encore moins. Et je trouve que cette situation est très très dommageable, déplorable pour un grand pays comme les États-Unis. On y revient dans quelques instants. Oui, parce qu'il y a beaucoup de réactions évidemment sur les réseaux sociaux et au standard 0826 300 300 pour intervenir, pour réagir ou pour poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio, ne bougez pas. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Et on poursuit ces échanges nourris sur la prochaine élection présidentielle. On le voit qui suscite les passions. Gérald Olivier, je me faisais la réflexion là pendant la publicité. C'est vrai qu'en France, on voit toujours les mêmes depuis 30, 40 ans. Ça agace fortement les Français. Aux États-Unis, on avait coutume de voir beaucoup plus de changements, de renouveau dans les élections américaines. Comment est-ce possible qu'on puisse imaginer de retrouver ces deux personnes qui sont quand même extrêmement âgées? Alors, j'ai rien contre les personnes âgées, mais quand même 81 ans pour Joe Biden, avec des trous de mémoire réguliers, Donald Trump qui est pas tout jeune non plus. Comment ça se fait? En fait, moi je dirais quand même, je ferais une petite remarque, c'est que Joe Biden est en effet en politique et il est sur le devant de la scène depuis une éternité. Ça ne fait aucun doute. Il a été élu sénateur en 1972, il est devenu vice-président en 2009 et président en 2020. Donc il occupe le terrain depuis très 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 longtemps. C'est pas le cas de Donald Trump. Donald Trump, il a émergé sur la scène politique en 2015, lorsqu'il a descendu son fameux escalator pour se présenter à l'élection présidentielle. Simplement, Donald Trump, il occupe tellement de terrain, il prend tellement de place, il attire tellement l'oxygène à lui-même qu'on a l'impression qu'il a toujours été là. Mais en fait, il est nouveau venu en politique. C'est d'ailleurs en partie ce qu'on lui reproche. Il n'est pas du sérail, et c'est pour ça que vous avez tout un appareil d'État qui s'est retourné contre lui. Maintenant, en fait, en ce qui concerne ces deux personnages, la Constitution défend, je dirais, leur droit d'être là. C'est-à-dire que Donald Trump a été élu président, il a fait un mandat, il a le droit de prétendre à un second mandat. Mais souvent, on les voyait plus quand il perdait, on les voyait plus souvent. Parce que souvent il n'en avait plus envie. Demander à Al Gore s'il avait envie de se représenter, il faisait autre chose. Mais il y a eu le cas de Nixon dont nous parlions, il y a eu le cas de Teddy Roosevelt qui a été un des plus grands présidents républicains à l'époque où le Parti républicain avait une aura qu'il a un peu perdue surtout ces dernières années. Donc en fait le problème c'est que du côté Biden il n'y a pas eu un renouvellement, c'est-à-dire que d'abord, il avait promis qu'il ne ferait qu'un seul mandat, ce qui a un peu coupé les ailes de toutes les ambitions. On se disait, on y revient en 2024. Et puis là, quand un président est un président sortant et qui n'a pas vraiment démérité, on ne peut pas l'empêcher de se représenter. C'était à lui de se retirer. C'est vrai que mais est-ce qu'il peut le faire? Vous savez, le pouvoir, c'était. J'aime bien cette citation de John McCain, du sénateur John McCain, qui est mort maintenant. Il disait le seul remède à l'ambition politique, c'est le liquide pour embaumer les cadavres. En France aussi, vous me direz, mais non, mais alors en France,
excusez-moi, mais c'est pas du tout la même chose, parce que je vous ferai remarquer que si on additionne l'âge d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, on est encore en dessous de l'âge de Joe Biden et on est à peu près autour de celui de Donald Trump. Non, mais c'est vrai, donc, mais les gens n'en veulent pas. Gérald Olivier. Les gens n'en veulent pas de ce couple. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous avez plus des 2/3 des Américains dans les sondages qui vous disent on veut autre chose. On ne veut ni fromage ni dessert, on aura au fromage ou dessert. Voilà, on tourne autour de ça. Moi, je suis pas totalement d'accord qu'il y ait personne. Il y a personne qui a réussi à émerger. Mais si vous regardez du côté républicain, vous avez une nouvelle vague qui va suivre. D'ailleurs, dès que, quoi qu'il arrive en 2024, la seule certitude que l'on a, ça c'est sûr, c'est que pour ces deux personnages, aussi bien Trump que Biden, quel que soit celui qui gagne, quel que soit celui qui perd, c'est leur dernière campagne. Ça, c'est acquis. Mais côté républicain, vous avez Ron DeSantis, qui est le gouverneur de Floride. Tout le monde pensait qu'il allait attendre son tour, c'est-à-dire 2028, et il a choisi de défier Trump en 2024, et il n'est pas parvenu à être entendu. Donc il y a une relève côté républicain. Par contre, côté démocrate, on constate qu'il n'y a pas de relève. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les démocrates continuent, bon an, mal an, d'essayer de faire corps derrière Joe Biden en dépit de ses défaillances. Parce que si vous retirez Joe Biden, qui est-ce que vous mettez à sa place ? Alors Kamala Harris, mais elle a beaucoup déçu. Il faut pas se braquer sur Kamala Harris. Personne ne veut. Bah oui, mais quand vous êtes numéro 2 et que le numéro 1 disparaît, le numéro 2 prend sa place. Anne Toulouse. Non, on peut pas dire qu'il n'y ait pas de relève. C'est-à-dire que la relève a été tétanisée par le fait qu'il y avait la statue du commandeur qui occupait la place. Mais vous avez au moins une dizaine de candidats qui sont prêts à se lancer. Vous avez la gouverneuse du Michigan, Gretchen Whitmer. Vous avez le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Bon, la Californie n'est peut-être pas le meilleur exemple pour faire élire quelqu'un, étant donné que c'est l'État où les impôts sont le plus élevés et l'essence le plus cher. Mais vous prenez une bonne dizaine de gouverneurs, de jeunes sénateurs, mais simplement, et même dans le gouvernement de Joe Biden, il y a Peter Buttigieg, des gens comme ça. Mais ils n'osent pas se présenter, puisque le parti n'est pas derrière eux et que le parti a de grands moyens de rétorsion. Le parti s'acharne à être derrière Joe Biden qui a 81 ans, qui confond les présidents, qui confond les noms. Parce qu'il a gagné en 2020. Bah oui, mais attendez, il a été choisi. L'élection de 2020 n'était pas une élection pour élire Joe Biden. C'était une élection pour faire part de Donald Trump. L'ennemi, c'est Trump. Trump a totalement détourné le débat parce que justement, il occupe une telle place et il menace tellement le système. Et donc, en 2020, les démocrates ont profité de la pandémie pour mettre un candidat qui n'avait pas à faire campagne, que l'on pouvait garder dans sa cave derrière son masque, et qui allait être élu par défaut. C'est-à-dire qu'on n'allait pas élire Joe Biden sur son programme, mais on allait avoir quelqu'un, un grand-papa, qui serait gentil, qui réconciliait l'Amérique, qui serait là que pour un seul mandat, comme l'a souligné Anne Toulouse, et qui permettrait qu'on n'ait pas un deuxième mandat de Donald Trump. Donc il a été mis en avant avec cette mission, battre Trump. Il a réussi. Donc il reste le candidat qui peut battre Trump. Et comme apparemment ce sera Trump qui sera le candidat républicain, les démocrates s'en tiennent à Joe Biden. Cela dit, Anne Toulouse, il y a quand même un bilan, notamment économique, qui peut mettre à son avantage Joe Biden. Alors là, c'est assez délicat le problème de l'économie et c'est un peu la quadrature du cercle parce que mais bon, les résultats sont pas mauvais. D'abord, il faut dire que Donald Trump dans les sondages a une grosse avance sur Joe Biden dans le domaine de l'économie, ne serait-ce que parce que les gens se souviennent du début de son mandat, parce qu'au milieu de son mandat, il y a eu le Covid où tout s'est effondré. Mais au début, tout allait bien, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas, le chômage était très bas, le niveau de vie augmentait, puis boum, le Covid, et arrive Joe Biden. Et l'économie sous Joe Biden, c'est assez curieux à regarder, parce que si vous regardez tout sur le papier, les chiffres sont bons. Ce qui est mauvais, c'est la perception. Et d'ailleurs, là, je vais vous raconter une autre anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes. Moi, j'entre pas dans les débats d'idées, je préfère regarder ce qui est sous mes yeux. Le Washington Post, qui est en quelque sorte le porte-parole officieux de la Maison-Blanche et du Parti démocrate, à longueur de colonne, vante les qualités de l'économie américaine, dont l'inflation se calme, etc., etc. Arrive une grève en décembre au Washington Post, et les employés du Washington Post, ceux-là même qui se plaignaient, qui disaient que tout allait bien et qu'il n'y avait pas que l'inflation, c'était pas la peine de s'en préoccuper,
demandent des augmentations de salaire en disant l'inflation est galopante. Donc vous voyez entre le papier et la perception, alors effectivement l'inflation a fait du mal à la classe moyenne et aussi les taux d'intérêt, parce qu'aux États-Unis c'est très important d'acheter sa maison. Et quand les taux d'intérêt sont élevés, les jeunes couples, les gens qui ont leur premier emploi ne peuvent plus acheter une maison. Donc les gens ne sont pas contents. Est-ce que ce mécontentement sur l'économie va se traduire en novembre si nous avons le couple qui est annoncé? Ça, c'est la grande question. Mais c'est vrai que l'économie, c'est le moteur des élections et que pour l'instant, elle est très volatile et qu'il est très difficile de savoir quelle est la réalité et quelle est la perception. Ce que je peux vous dire, c'est que la vie est chère aux États-Unis. Gérald Olivier, du coup, c'est vrai, encore une fois, les Européens ont une très mauvaise perception dans ce qu'on peut lire dans la presse française sur les bons résultats économiques de Joe Biden. Il y a une nuance, manifestement. Non, mais justement, si Biden avait un bilan favorable sur lequel il puisse se présenter, il ne serait pas à 33% d'opinion favorable. Non, 40. Si vous voulez. Ah oui, non, mais c'est pas moi, c'est les chiffres. Peu importe. Toujours est-il qu'il est quand même très très largement impopulaire, que une immense majorité d'Américains, c'est plus des 2/3, estiment que le pays va dans la mauvaise direction, et il serait pas à 5 points derrière Trump dans les sondages, aussi bien au plan national que à l'intérieur des fameux États décisifs. Non, malheureusement, l'Amérique va très mal, et c'est pas une question de perception, c'est une question de réalité. Et si je peux prendre une minute, en fait. Si on veut regarder sur le fond, l'Amérique, depuis Joe Biden, vit une double révolution. Vous avez une révolution culturelle à travers le wokisme, et vous avez une révolution économique à travers la transition verte qui peut imposer ce que les Américains appellent le Green New Deal. Et ces deux révolutions amènent l'Amérique dans le mur. Et ça, les Américains s'en rendent compte. Et c'est pour ça que Trump reste populaire. Parce que lui, il est opposé aussi bien au wokisme qu'à cette révolution verte, si vous voulez. Et l'une des premières mesures qu'il prendrait serait de relancer la machine de production d'énergie, d'exploitation des gisements de pétrole, de gaz naturel et autres, qui provoquerait une baisse des cours et qui mettrait un frein à l'inflation et qui inverserait la tendance. Anne Toulouse a raison sur au moins un point. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, le rêve américain, il est devenu inaccessible à la majorité des Américains. On va quand même laisser répondre Anne Toulouse. Ouais, c'est un débat un peu inégal parce que c'était pas le but en plus de forcément parce que nous avons la parole de Donald Trump et moi je ne suis la parole de personne sauf des faits. Donc voilà, je suis pas ici pour défendre la politique de Joe Biden. C'était plus de faire une analyse sur l'élection. Maintenant, il se trouve que vous n'êtes pas d'accord sur certains points. Bon, Dieu merci d'ailleurs. Voilà. Quelle était votre question? Non, tout simplement sur ce que disait Gérald Olivier. Mais on va aller prendre un auditeur parce que les auditeurs veulent aussi participer à ce débat. Ça va peut-être justement contrer ce que vous disiez, Gérald Olivier. Nous avons Pierre qui nous appelle depuis le Finistère. Bonjour Pierre. Bonjour. On vous écoute. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, je voudrais déjà vous remercier d'être à l'antenne et puis remercier Madame Toulouse pour le grand fou rire qu'elle a permis d'avoir, puisque même quand on parle de bilan, on revient sur une perception. Je crois que le bilan de Donald Trump face au bilan de Joe Biden est sans équivoque que cela soit au niveau de l'économie ou de la paix dans le monde. Alors moi, c'est toujours un prisme. Expliquez-vous. Je crois que le bilan économique de Joe Biden par rapport à celui de Donald Trump est sans équivoque. Quand Trump sort de sa présidence, l'économie américaine va bien et aujourd'hui, on sait qu'elle est au plus bas. Enfin, c'est pas sur ça que je veux discuter avec vous. J'ai bien écouté ce que vous avez dit. Moi, je suis assez factuel. J'ai un ancien métier. J'ai été policier pendant des années et donc j'aime bien, comme Saint Thomas, me fier à ce que je vois. Je voudrais que vous commentiez deux choses. La première chose, c'est l'implication de Barack Obama quand il a utilisé les services de l'État pour attaquer un président en exercice pour prouver qu'il y avait une collusion avec la Russie, ce qui aujourd'hui n'a plus aucun sens. Et la deuxième, moi l'ancien policier, quand j'ai vu les images de ce qu'il faut rappeler, c'est que lors de l'attaque du Capitole, Donald Trump a demandé à ce que la garde, la sécurité nationale soit présente et Mme Pelosi l'a refusé. Je suis assez stupéfait, sauf si ce sont des images de synthèse, quand je vois les policiers de la garde du Capitole qui accompagnent les manifestants dans certaines salles, et ça en fait je me dis soit ce sont des images de synthèse,
soit j'ai du mal à comprendre. Donc je voudrais que vous puissiez commenter ces deux faits, puisque vous parlez de faits. Moi j'aime bien me baser sur des faits. Je suis effectivement plutôt trumpiste, hein. Je détestais ce bonhomme, je me suis pas mal documenté, et je pense que ces deux faits, l'utilisation de services de l'État contre un président en exercice par l'ancien président, et puis l'accompagnement des gardes du Capitole de ces manifestants, enfin je sais pas, moi quand il y a une attaque, je vois pas les policiers accompagner les manifestants dans certaines salles qui sont occupées. Alors c'est vrai que c'est compliqué, on va pas faire l'enquête du Capitole, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes comme vous, notamment aux États-Unis, qui la mettent en cause, mais peut-être un avis, Gérald Olivier, vous êtes plutôt trumpiste, c'est vrai, donc vous êtes peut-être d'accord avec Pierre. Ce qui est sûr, c'est que les événements du 6 janvier n'ont jamais été examinés, je dirais, d'un point de vue neutre. C'est-à-dire que ce jour-là, Trump est tombé dans le plus grand piège que lui tendaient ses adversaires. C'est-à-dire de démontrer son autoritarisme et de démontrer que derrière lui, il a des gens qui pourraient s'en prendre aux institutions. Et c'est toujours ce que les démocrates ont voulu dire à son sujet pour le disqualifier d'avoir le droit d'être à nouveau candidat à la présidence. Et donc quand le 6 janvier s'est déroulé, vous avez eu immédiatement la mise en marche d'un mécanisme au passage par le Congrès, d'une commission, le deuxième procès en destitution de Donald Trump, voté alors qu'il était encore président, mais qui se déroule alors qu'il est devenu simple citoyen, puisque c'est au-delà de la limite de son mandat. Et je dirais un petit peu comme avec les poursuites judiciaires qui le concernent aujourd'hui, une condamnation qui était connue d'avance. Et ce qui s'est passé depuis, c'est que on a eu un premier narratif sur les événements du 6 janvier, et on a cessé de s'apercevoir que ce narratif avait des failles, et qu'au fur et à mesure où de nouvelles vidéos sur ce qui s'était passé étaient diffusées, qu'on avait des audiences qui interrogeaient certains des participants, on s'apercevait en effet que c'était pas du tout une insurrection, mais c'était une émeute qui avait débordé et qu'on avait laissé, voire qu'on avait encouragé à déborder. Et chacun sait aujourd'hui qu'au sein des manifestants, vous aviez un certain nombre d'agents du FBI infiltrés qui ont joué les pouces au crime. Et qui ont poussé la foule à, je dirais, faire ce qui s'est passé. Et une fois en place, cette foule qui n'était absolument pas venue pour faire la révolution ou une insurrection, elle s'est comportée un petit peu comme des badauds qui ne sauraient pas trop où ils sont, et ils ont visité le Capitole de manière extrêmement calme. Mais il y avait une fonction politique à cette journée, et c'est comme ça qu'elle a été exploitée. On va reprendre cette discussion dans un instant. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, et puis vous aurez la parole. 0826 300 300. On sera avec Eric qui nous appellera depuis Lyon. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. On poursuit donc nos échanges qui sont assez nourris sur cette élection américaine qui est assez polarisée. Anne-Toulouse, on le sent déjà, vous le disiez vous-même, il y a beaucoup de passion. C'est ce qui nous attend forcément avec ce duo Biden-Trump. Je vais vous répéter ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'il y a beaucoup de passion aux extrêmes, c'est-à-dire que vous avez une partie des républicains qui sont extrêmement convaincus, qui sont persuadés que Donald Trump est un martyr, et il faut dire que c'est vrai que jusqu'à un certain point, l'attitude des démocrates leur serve la soupe, et de l'autre côté, vous avez des démocrates qui sont tout sauf Trump et qui sont également très remontés. Mais je vous l'ai déjà dit, au milieu, tout le monde n'est pas comme ça, c'est pas l'ensemble de la population américaine. Vous avez des gens qui ne demandent pas mieux que de revenir à une politique apaisée, à revenir à un vrai dialogue politique, à une vraie collaboration. Est-ce qu'ils ont c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est très difficile d'imposer un troisième candidat dans la mesure où tout le paysage politique américain est fondé sur le bipartisme et est solidement verrouillé par démocrates et républicains. Il n'y a pas d'espace, je dirais même logistique, pour un troisième parti, puisqu'il faut s'inscrire sur les listes électorales des États. Et on l'a vu, par exemple, quand le troisième parti dont je vous parlais tout à l'heure, No Labels, a essayé de s'imposer, il a été attaqué par des démocrates qui ont dit attention, on va examiner vos comptes, on va voir si vous êtes en règle avec les impôts, parce qu'ils ont une peur bleue qu'ils prennent des voix à Joe Biden. S'il s'avérait qu'il en prenne à Donald Trump, je suis sûr qu'il arriverait la même chose de l'autre côté. Et on voit bien du côté républicain, comme on a dit dès le début, le candidat c'est Trump et tout le monde est derrière lui. Mais encore une fois, ça ne représente pas l'ensemble du peuple américain. Et quand vous voyez les sondages pour l'élection générale,
c'est dans un mouchoir, c'est dans la marge d'erreur statistique, c'est 55 probablement d'un de ces et deux vous avez hommes deux qui candidats qui sont tous les deux exactement à la même impopularité, 40%. Ben oui. Mais c'est l'un des deux qui va certainement diriger la plus grande puissance du monde. D'ailleurs, on va parler justement des impacts sur la planète. Justement, Esteban. Justement, il y a beaucoup de questions sur les impacts au niveau géopolitique. Alors peut-être pour vous, Gérald Olivier, et pour vous à Toulouse, quel que soit le candidat élu, qu'est-ce que ça peut changer au niveau géopolitique, par exemple au Moyen-Orient, on l'a vu, au niveau de la guerre en Ukraine, les aides américaines de l'administration Biden sont gelées pour l'instant. Qu'est-ce que ça pourrait changer au niveau de la géopolitique mondiale? Pour moi, ça va changer beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est important, en préambule, Gérald Olivier, Vladimir Poutine, l'autre jour à la télévision d'État russe, qui vous explique quand même que le meilleur des candidats, ça serait Biden. Alors ça, j'avoue que j'ai pas eu la deuxième lecture de cette déclaration, c'est étonnant. Si vous voulez une Amérique faible, vous votez Biden. Est-ce que l'Amérique est forte aujourd'hui ? C'est une question que vos auditeurs peuvent se poser, qu'on peut Donald poser à des Trump a dit qu'il arrêterait l'aide à l'Ukraine, qu'il laisserait tomber l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Amérique est faible. Et d'ailleurs, si le monde va mal, c'est parce que l'Amérique est faible, qu'elle a abandonné le leadership qui était le sien et qu'elle prétendait assumer. Alors, Trump joue les provocateurs. Il aime bien faire peur aux pays d'Europe. Surtout aux pays d'Europe et aux pays de l'OTAN, parce que les États-Unis estiment que leur contribution à l'OTAN, c'est pas tant qu'elle est trop élevée, c'est que c'est celle des Européens qui est trop faible, et surtout ce sont les Européens qui ne payent pas leur quote-part à laquelle ils ont donné leur accord pour leur propre défense. Ce que certains Américains trouvent relativement anormal. Je rappelle qu'entre l'Europe et les États-Unis, il y a quand même l'Atlantique. L'Ukraine est beaucoup plus proche des pays européens qu'elle ne l'est des États-Unis. Sans faire forcément dans le subjectif, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Donald Trump va couper les vivres à l'Ukraine. Il dit aux pays qui ne payent pas leur contribution à l'OTAN qu'il ne sera pas solidaire, ce fameux article 5, concrètement. L'Amérique a des engagements que Donald Trump tiendra. Par contre, je pense que il sera beaucoup plus vigoureux, je dirais, beaucoup plus impliqué dans l'idée de trouver une solution au conflit ukrainien. Ça ne fait aucun doute. Maintenant, si vous voulez savoir comment sera le monde si Donald Trump est réélu, regardez comment était le monde quand Donald Trump était déjà président. Il n'y avait pas de guerre en Ukraine et il n'y avait pas de guerre au Proche-Orient. Maintenant, vous en avez deux. Et l'Iran était beaucoup plus faible qu'il n'est aujourd'hui. De même que la Corée du Nord. Donc, je pense que si Trump redevient président, on retournera dans cette logique-là. D'une Amérique forte, d'une Amérique qui peut faire peur. Mais la peur, du militantisme, mais très bien. Anne Toulouse, dans les faits, justement, que promet Trump? Et effectivement, les Européens ont des raisons de s'inquiéter. Alors, il promet une solution à la guerre en Ukraine en 24 heures, à quoi Volodymyr Zelensky a dit, je vais lui expliquer en 24 minutes pourquoi ça n'est pas possible. Et effectivement, ce serait en fait une paix immédiate en Ukraine, ce serait satisfaire en partie aux exigences de la Russie. Il dit aussi qu'il va, il a eu des propos effectivement très provocateurs sur l'OTAN. C'est vrai qu'il a été 4 ans président et qu'il ne s'est rien passé, mais c'est vrai aussi qu'il y a quand même une grande crainte sur ce qu'il pourrait faire. Et j'arrive pas à comprendre comment on peut dire que l'Amérique serait plus faible, plus forte en étant isolationnisme. Parce que ça veut dire, à partir du moment... Il est non-interventionniste, c'est pas la même chose. À partir du moment où il dit aux pays européens, débrouillez-vous pour vous défendre tout seul, à partir du moment où il dit America First... Et 10% de taxes sur les importations. J'allais y venir, et 10% de taxes sur les importations, ce qui horrifie absolument les milieux d'affaires américains. Donc, le problème, c'est qu'avec Donald Trump, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Il dit beaucoup, il avait dit qu'il allait construire un mur à la frontière sud des États-Unis, on l'attend toujours. Il avait dit effectivement qu'il allait se retirer de l'OTAN, il l'a pas fait. Il a dit qu'il allait se retirer des accords de Paris, il l'a fait. Donc c'est une personnalité assez volatile et je crois que ça dépendra beaucoup de ses conseillers. Parce qu'on ne sait pas quels sont les conseillers qu'il va avoir. Justement, l'équipe a changé à Toulouse, semble-t-il. Elle est plus conservatrice, mais aussi plus professionnelle. Oui, plus professionnel, j'en sais rien, mais il faut dire que pour être conseiller de Donald Trump, aujourd'hui, pour faire partie de son équipe, il faut avoir une certaine foi dans le personnage, puisque vous savez que dans la dernière équipe, beaucoup de gens se sont fait virer avec perte et fracas. D'ailleurs, vous voyez que ce sont ceux qui le critiquent le plus aujourd'hui, comme John Bolton, qui a été son ambassadeur auprès des Nations Unies et un de ses proches conseillers. Donc, si on fait partie de l'équipe de Donald Trump, ça veut dire qu'on va prendre le risque de faire démolir sa réputation par son patron, ou de se retrouver dans
devant les tribunaux avec lui. Alors, tout dépendra de ses conseillers et de la façon dont ils pourront le tempérer. Parce que dans la première équipe, il avait de vrais diplomates. Est-ce qu'il en aura dans la seconde, s'il y a une seconde? Gérald Olivier, sur l'équipe, vous avez des informations Non, pas précises à ce stade. D'ailleurs, il n'en parle pas. Il ne parle même pas de qui il choisira comme vice-présidente. Par contre, il a un cercle de conseillers qui est en effet plus restreint que ce qu'il n'était quand il est arrivé. Et je dirais que là, il a gagné un petit peu en expérience. Vous savez, la première chose que demande Donald Trump à ses collaborateurs, c'est de la loyauté. Et en politique, la loyauté, c'est quelque chose d'assez rare. Donc pour l'instant, on ne sait pas qui il aura, ni au poste de secrétaire d'État, ni au Trésor, ni à la justice. Par contre, je pense qu'il aura des gens qui seront plus dans sa propre vision du monde que ce n'était le cas pour sa première administration. On s'était déjà posé la question, mais à l'époque, peut-on gouverner dans l'outrage permanent? Mais il est dans l'outrage dans le verbal. Il n'est pas forcément dans l'outrage dans le comportement. Parce qu'à chaque fois, il vous fait très très peur sur ce qu'il va vous faire, mais si vous parvenez à négocier avec lui, vous apercevez qu'à la fin, ça se résout de manière quand même relativement favorable. Par contre, oui, il est pour l'America First, il est pour l'Amérique d'abord, il est pour mettre les intérêts américains avant les intérêts des Alliés, pas après, ce qui n'est pas forcément l'attitude de l'administration actuelle, mais en aucun cas, il n'est isolationniste. C'est pas du tout ça. Et l'Amérique de Donald Trump ne serait pas une Amérique isolationniste, il est non interventionniste. Mais est-ce que l'Europe a raison de s'inquiéter, les valeurs démocratiques de l'Ukraine? Bien sûr que l'Europe a raison de s'inquiéter, mais rappelons quand même que le monde ne cesse de tourner. La guerre froide est finie depuis 30 ans. Et qu'a fait l'Europe en 30 ans pour préparer sa propre défense? Parce que l'idée de l'OTAN, rappelons quand même que l'OTAN est une alliance qui avait été au départ élaborée pour s'opposer à l'expansionnisme soviétique et que l'Union soviétique est décédée depuis plus de 30 ans. Donc à l'Europe de préparer sa propre défense avec l'aide des Américains, mais avec cette idée de se dire qu'ils seront peut-être pas toujours là. Merci en tout cas à tous les deux. Anne Toulouse, je rappelle le nom de votre ouvrage, L'art de Trumper, ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde, aux éditions du Rocher. Et vous, Gérald Olivier, Cover Up, aux éditions Confinan. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir été avec nous. Stéphanie Demuru, merci à vous d'avoir remplacé André Berkoff pendant ces 2 jours. Demain, au genou levé, ça c'est la petite blague entre André et moi. Voilà, bon rétablissement mon cher André. Demain, ce sera Alexis Poulain qui sera là entre midi et 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.